Et pas bien. Puis il y a une raison vachement compliquée de mécanique quantique qui fait que l'hélium 4 a toujours envie d'avoir un petit peu d'hélium 3 dedans. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites ce qu'on appelle un bouilleur. Donc vous faites ici une casserole, en gros comme ça. Et vous vous démerdez pour avoir ici de l'hélium 3 par-dessus. Alors ça c'est facile qu'ils se mettent par-dessus l'hélium 3. Alors est-ce que vous trouvez pourquoi il se met par-dessus? Il est plus léger, oui c'est ça, il se met dessus. Et en dessous vous mettez de l'hélium 4. Sauf que dedans, vous avez quand même un petit peu d'hélium 3 ici, des petites gouttes, enfin des molécules d'hélium 3. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez avec un tuyau là, vous allez aller piquer, vous faites un tuyau et vous allez piquer, vous faites un tuyau et vous arrivez ici dans ce qu'on appelle le bouilleur. Donc là, tout ça, c'est de l'hélium 4, on est d'accord, puisqu'on pique en bas. Donc là, vous avez toujours votre hélium. Donc, dès que j'ai de l'hélium 4, et là, je chauffe un peu. Alors, quand je chauffe un peu, en fait, ce qui va se barrer en premier, alors chauffer, c'est vers 700 millikelvin, qu'on chauffe justement à l'endroit où on a la séparation de phase. Et donc, les molécules qui vont se barrer, c'est les molécules de 3. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que pour retrouver l'équilibre thermodynamique, j'ai des molécules de 3 en haut qui vont aller en bas, parce que sinon, j'ai perdu mon équilibre de 6% de 3 dans le 4. Et c'est ce processus-là qui fait le froid, en fait. Et donc, vous refroidissez comme ça. Alors, le seul problème, alors ça marche très bien. Le seul problème de ce truc-là, c'est que plus vous êtes froid, moins vous êtes efficace. C'est-à-dire que la puissance thermique que vous avez en faisant ça, elle varie comme T carré. Donc, quand vous êtes froid, alors, la puissance que vous avez, en fait, c'est un truc, alors le 84, vous pouvez l'oublier, mais c'est n point T carré. Alors vous avez deux facteurs ici, plus vous êtes froid, moins ça marche, et vous êtes obligé d'avoir des gros débits, parce que n point, c'est le nombre de molécules que vous faites passer par seconde. Voilà, donc ça c'est le principe des frigos à dilution. Alors vous descendez jusqu'à 5 millica comme ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais bon, ça c'est pas le plus dur c'est ce qu'on va voir en cours. C'est-à-dire que il faut refroidir les électrons, parce que refroidir un bout de ce que vous voulez, c'est pas très dur. Par contre, refroidir les électrons qu'il y a dans un métal, c'est pas aussi facile que ça, parce que les électrons, ils sont plus ou moins bien couplés au phonon. Et quand on met un bout de machin et que je le mets dans un frigo, ce que je refroidis, c'est les phonons. La question, c'est est-ce que je refroidis bien les électrons qu'il y a dedans? Et en fait, c'est un problème qui est assez compliqué, ça. Et c'est ça qu'on va voir, parce que quand vous refroidissez un bloc, vous pouvez le refroidir à 10 millica, et vos phonons, ils peuvent très bien rester à 100 millica. D'accord? Parce que par exemple, quand vous avez une structure, alors vous ne savez pas encore ce que c'est, mais si vous prenez un arsenure de gallium, un gaz d'électron à 2D, quand vous êtes à 10 millica, la longueur électron-phonon, c'est 1 millimètre. Votre truc, il traverse l'échantillon, il ne voit pas un phonon, quoi. Donc c'est pas évident de thermaliser au réseau. Dans un métal, ça se passe un peu mieux. Mais dans les systèmes qui sont de très haute mobilité, c'est pas du tout évident. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait du froid. Ouais. Juste une question. En fait, on fait comment pour refroidir un électron? Il faut qu'on essaie de faire comme une sorte de pompage optique ou quelque chose comme ça pour essayer. Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans un système pour faire du transport, qu'est-ce qu'on va voir? Vous avez ici votre fil. Puis ce qui se passe, c'est qu'entre deux contacts, vous faites passer le courant. Eux, c'est des gros contacts. Donc eux, ils sont bien thermalisés à la température T. Donc vous les envoyez d'un côté, l'électron, il est bien à température T. Et il va finir de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est pas évident complètement de les refroidir? C'est parce qu'en cours de route, vous avez tout un tas de choses qui peuvent leur arriver. Et en particulier, vous avez ici des photons qui peuvent arriver. Non, c'est H-, pas H-, d'ailleurs. Alors pourquoi j'ai des photons qui arrivent? Parce que ma boîte expérimentale, elle n'est pas coupée du monde. Ne serait-ce que parce que pour mesurer, j'ai des fils de mesure ici. D'accord? J'ai V+, V-, par exemple. V+, V-, c'est des choses qui sont couplées à l'environnement, puisqu'ils remontent jusqu'à 300K. Et ça nous fait des photons qui arrivent ici, qu'on essaie de filtrer plus ou moins bien, mais ils arrivent quand même ici. Et ces photons-là, ils vont se coupler à l'électron. Alors, ils ne se couplent pas très bien, ça c'est vrai. Mais quand vous n'avez aucun couplage au phonon,
À la fin, c'est eux qui gagnent. D'accord ? Alors, si vous êtes dans un métal où la longueur électron-phonon est relativement courte, ça va, parce qu'ils sont quand même, ils retapent dans un phonon, ils se rethermalisent. Mais si vous êtes dans un système où la longueur électron-phonon est très très grande, ça peut être le photon qui gagne à la fin. D'accord ? Donc ça, c'est toute la difficulté de faire des manips à basse température. Donc c'est pour ça qu'on est dans la partie complètement à gauche de ce que disait Thierry. C'est-à-dire que quand vous faites des manips à 10 millicap, il faut faire vraiment attention à tout. À 4K, quand vous le ferez, c'est pas très grave, parce que ça marche bien. Mais quand vous passez en dessous de 100 millicap, il faut faire attention à tout. D'accord ? Bon, ça, c'était un peu une digression. Ce qu'on va faire, nous, c'est regarder... Alors, les corrélations électroniques, vous verrez ça avec Julia. Donc, je vais passer sur ça. L'effet Kondo, je ne le ferai pas non plus. Donc, on va commencer sur le transport classique. Donc, nous commençons sur le transport dans les solides. Alors, il y a aussi une chose, c'est que j'ai du mal à suivre un plan, mais en fait, il est assez évident. Vous verrez quand le cours, des fois, j'oublie de mettre les A, B, C, mais c'est assez évident, en fait. Voilà, ça, c'est ce qu'on va regarder. Alors, j'allais dire transport classique. Ici, on va dire classique, parce que... Transport classique. Alors, classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'introduis pas l'aspect quantique des photons, des électrons, c'est-à-dire que je n'introduis pas leur fonction d'onde. Je ne vais pas regarder les interférences de ce qui se passe entre mes électrons. Donc par rapport à ce que je vous disais d'ailleurs sur les phonons, c'est le même problème, c'est-à-dire que je considère que mes électrons, c'est les billes que j'envoie dans mon réseau. D'accord. Alors, première chose qu'on va regarder, on va établir ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann. Alors ça, c'est le truc super important quand même. Alors tout le monde s'amuse bien avec ça, même les matheux, ils aiment bien cette équation. Alors pourquoi ils aiment bien cette équation? Parce qu'elle sert dans ce truc-là, mais elle sert dans plein d'autres phénomènes. Et en plus, les solutions, en fait, on ne connaît pas les solutions exactes. Alors je ne sais pas pourquoi les matheux aiment bien, parce qu'on peut faire des tas d'approximations là-dessus. Alors le problème en physique, vous allez voir, c'est que cette équation, elle n'est pas très dure à écrire. Je veux dire, à la fin du cours, on l'aura écrite, et si on savait la résoudre, le cours serait fini. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la résoudre. Donc en fait, tout le jeu, c'est de faire des approximations pas trop connes pour arriver à trouver une solution qui veuille dire quelque chose. Donc on va regarder d'abord la problématique qu'il y a derrière. Donc, l'idée, c'est de regarder l'évolution de la fonction de distribution à une particule. Alors ça, c'est important parce que on va... J'écris en penchant en plus. Parce qu'on néglige complètement tous les effets à deux particules. D'accord, le transport classique, c'est vraiment un problème à une particule. Alors, cette fonction de distribution, donc on va l'appeler f. Alors, faites gaffe à une chose, c'est que f, elle n'est pas forcément à l'équilibre. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va voir dans le cours, une des choses qui nous induit souvent en erreur, c'est que quand on dit, par exemple, pour des électrons, on va pas séparer la fonction de distribution, on dit tout ça, ben c'est Fermi-Dirac. Ben non, c'est pas Fermi-Dirac, parce que le problème, c'est que justement, on n'est pas à l'équilibre. Donc la fonction, c'est pas Fermi-Dirac. Et tout le problème, c'est de trouver la fonction quand on n'est pas à l'équilibre. D'accord? On va perturber l'équilibre, donc on n'est pas à l'équilibre. Donc, et on va chercher cette fonction-là dans un gaz classique et dilué.
Alors, dans un gaz classique, ça veut dire qu'on n'a pas les effets quantiques, mais il a quand même une distribution de Fermi. D'accord, on tient compte quand même de l'espèce des électrons. Et, chose importante, pas de corrélation forte. Donc ça, c'est un autre sujet que vous verrez peut-être. Ce qui se passe quand les électrons se mettent à avoir des corrélations très fortes. Alors, ceci étant dit, là-dessus, je vous ai un peu grugé parce que vous verrez dans le cours de Julia que dans un métal, ce qui se promène, ce n'est pas des électrons, c'est des quasi-particules. Alors pourquoi ça marche comme ça ? Parce qu'en fait, Landau s'était posé la question, enfin pas que lui, mais c'est lui qui a trouvé la réponse, ce qui est déjà pas mal. Il s'est dit, mais finalement, dans un métal, j'ai pas des électrons, enfin j'ai des électrons, mais ils sont tous en interaction. Donc, ça pose problème. Alors en fait, c'est vrai, sauf qu'il a monté un truc qui est vachement intéressant, c'est que quand on a des interactions faibles, je dis bien faibles. Alors pourquoi dans un métal on a des interactions faibles ? Pour une raison assez simple. C'est que dans un métal, on a tellement d'électrons qu'en fait l'interaction est extrêmement écrantée. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu en cours. On a une longueur d'écran qui est de l'ordre de la longueur de Thomas Fermi. Autrement dit, si vous imaginez une mer d'électrons, vous faites plouf avec un nouvel électron, tous ceux vont se réarranger pour faire absorber le nouvel électron, et finalement, ça va perturber le bazar à très courte portée. Très vite, on ne verra plus l'effet du nouvel électron. Donc l'interaction, elle est assez courte portée, c'est une interaction faible. Ce que Landau a montré, c'est que finalement, tant qu'on a des interactions faibles, on peut recréer des particules, qu'il appelle les quasi-particules. Et dans le cas des métaux, ces quasi-particules, elles ont la même charge que l'électron. Et en gros, si on renormalise la masse, c'est pour ça que vous avez un M star, que vous verrez dans les métaux ou dans les conducteurs, et bien ça se comporte comme un électron. Donc quand je dis une particule, quand je parle d'électron, en fait, il faudrait parler de quasi-particules de façon propre. Alors, quand vous parlez des interactions fortes, c'est plus la même soupe, parce que quand je vous parlais tout à l'heure, au début de ce que j'avais travaillé sur les charges fractionnaires 1/3, là, c'est parce qu'on a des interactions fortes. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Ça sera le sujet du cours de Julia, ce qui se passe quand on va progressivement vers des interactions fortes. Là, on n'a plus un liquide de Fermi. D'accord ? Donc le liquide de Fermi, ça marche pour des interactions faibles. Et donc, on a une renormalisation de la masse. Dans le cas d'un métal gentil, c'est à peu près négligeable. Dans un semi-conducteur, par exemple, dans l'ASGA que je connais bien, la masse effective de l'électron, c'est 7% de la masse. Donc ça peut avoir un effet assez fort. Donc là, on a un système où on n'a pas de corrélation forte, ça va bien. Alors, les corrélations, ça peut être aussi des corrélations entre les chocs. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un électron qui passe là, ça n'a pas de corrélation avec le fait que j'en ai un autre qui arrive là. D'accord ? Les deux chocs suivants sont complètement indépendants. Alors, un gaz dilué, qu'est-ce qu'on va dire pour un gaz dilué ? On va dire que la distance entre molécules, celle-là, elle est facile à avoir. C'est simplement un truc qui vaut V, le V sur grand N, puissance 1/3, ça va bien être juste, ça, non ? Ouais. On va dire que c'est très très grand devant R0, qui est la portée des forces moléculaires. C'est V sur quoi ? Grand N, le nombre de particules. Donc, en gros, on a des molécules ponctuelles. Enfin, je dis molécules, c'est des particules. Enfin, bon, c'est ce que vous voulez, quoi. Alors, maintenant, quel type d'interaction on va considérer ? Bien, alors, pour faire les choses simplement, on va faire comme dans le gaz parfait. On va, hop là, on va considérer que les collisions binaires. Donc ça, vous savez que c'est l'hypothèse du gaz parfait.
Alors ça, tant que le gaz est dilué, c'est vrai. C'est-à-dire que si on calculera tout à l'heure la densité de particules, la distance moyenne entre particules, la probabilité qu'il y en ait 3 qui se rentrent dedans, elle est absolument nulle. Par contre, une chose très importante, c'est que les collisions suffisent à ramener le gaz à l'équilibre. Alors, ça c'est très important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets... Parce que vous pourriez très bien avoir un système où vous êtes hors équilibre et vous y restez. Ça veut dire que si vous mettez de l'énergie dans votre système, vous allez exciter votre truc, donc c'est plus la fonction de Fermi, c'est un gaz excité. Si vous n'avez pas assez d'interaction entre les électrons, vous pouvez très bien rester avec un gaz excité. Il ne va pas bouger. Là, les interactions, elles sont faibles, mais elles suffisent quand même pour qu'au bout d'un temps tôt qu'on va calculer, c'est le sujet suivant, le système revient à l'équilibre quand même. D'accord? Vous n'allez pas rester avec un plasma excité d'électrons comme ça pour la vie des rats. D'accord? À un moment, le truc, il relaxe quand même. Donc ça, c'est important de voir que... Alors, il va mettre un tantôt qu'on va calculer, mais il y a un tantôt fini au bout d'un moment où vous retournez à l'équilibre. Okay? Donc ça, c'est très important de le voir parce que vous avez des systèmes, éventuellement, si vous n'avez pas, de trucs comme ça, ben, vous ne retournez pas à l'équilibre. Par exemple, Cadarache, ils n'arrivent pas à passer ce tantôt pour rester justement hors équilibre suffisamment longtemps. Eux, au contraire, ça revient à zéro, mais ils voudraient bien que ça ne revienne pas à zéro. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a un champ extérieur. L'action du champ extérieur, c'est simplement de modifier F. Voilà. Donc en fait, l'équation de Boltzmann, c'est ça. En fait, le transport classique, c'est essentiellement ça. Je prends... Alors, bon, on va voir plus tard, mais vous imaginez bien que le courant, il est relié à ma distribution de Fermi, plus ou moins. Bon, j'ai un gaz d'électrons, tranquille, peinard. Il ne se passe rien. A priori, on n'a jamais vu un courant passer tout seul. D'accord? Bon. Maintenant, je mets un champ extérieur. Le champ extérieur, il met ma distribution en équilibre. D'accord? Je coupe le courant, elle revient à l'équilibre pendant un tantôt. Donc, ce que vous imaginez bien, c'est que le tantôt, en fait, il me donne le temps suffisant pour que je dissipe l'énergie que j'ai mis dans mon truc. Donc, en fait, le tantôt, le temps sur lequel je peux dissiper l'énergie, il me donne la résistance, plus ou moins. Parce que la résistance, c'est la dissipation d'énergie, plus ou moins. Donc, en fait, ce tantôt, il va me donner la résistance. Donc, en fait, si j'arrive à connaître taux, en gros, je vais connaître la résistance. D'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça, en fait, le transport, c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça, quoi. C'est comment calculer ce taux. Une fois que j'ai ce taux, ben, je connais la résistance. Toute la subtilité est là. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile de calculer ce tantôt parce qu'il est relié à plein de choses microscopiques. D'accord? Alors, vous avez une solution à la barbare. Vous dites, ben, moi, je mets taux à la main. Puis je mesure la résistance, ça me donne taux. Et puis voilà. Ça, c'est souvent on fait ça, hein, parce que on s'emmerde pas, on met un taux à la main. Puis vous avez une solution un peu plus élégante, c'est ce qu'on va faire dans ce cours. On va dire, est-ce qu'on peut calculer un taux un peu plus subtilement et regarder comment il est relié, en particulier par rapport aux taux microscopiques du système, et en particulier aux taux qui sont reliés à ce que vous allez voir dans le cours sur les corrélations. D'accord? Et il est relié à ce taux-là en particulier. Voilà, donc Boltzmann, lui, ce qu'il vous donne, c'est l'évolution de F. Voilà. Alors, vous allez voir, on va écrire une équation de Boltzmann. Vous mettez ça dans un gros ordinateur, ça sort la fonction F, puis le jeu, il est fini. Bon, c'est pas très intéressant. Je crois qu'ils n'y arrivent même pas, en fait, à faire ça. Alors, première chose, quand même, on va raffiner un peu les choses. Alors, on va faire une hypothèse quand même importante, mais qui n'engage pas à grand-chose. La collision dure taux 0.
Bon. Et la molécule se déplace pendant tôt entre deux chocs. Et en fait, nous, on va poser simplement que taux 0, très petit devant taux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, elle ne subit pas deux chocs en même temps. Donc elle subit un choc, elle a le temps de bien oublier ce qui lui est arrivé, elle n'est pas traumatisée, elle est tranquille, et elle se donne un deuxième choc maintenant, mais elle n'a aucune corrélation avec celui d'avant. D'accord? Elle n'est pas en train de prendre le deuxième tout en se prenant le premier en même temps. Vous n'arrivez pas à lire. Si, non, c'est le dernier après entrée. Entre deux. Choc. Ouais. Juste une question, c'est pas pour faire des interprétations un peu bizarres, mais en fait quand on dit que les collisions suffisent à ramener le gaz à l'équilibre, ça veut dire qu'au final on va s'axer plus sur le Fermi-Dirac de l'équilibre, et on va traiter le champ extérieur comme une carte. Exactement. Ok. De toute façon, vous avez compris le principe. Tout le jeu, ça va être de la réponse linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous partez un Fermi-Dirac et vous considérez que vous pouvez extrapoler la fonction f à partir d'une perturbation du Fermi-Dirac. Parce que vous faites des petites perturbations. Ce qui devient très faux quand vous mettez des grosses énergies. Ok, D'accord? Mais c'est toujours ce qu'on sait faire le mieux en physique, c'est-à-dire les perturbations. C'est-à-dire que vous commencez à partir d'un système avec que vous connaissez et vous le perturbez. Alors, par exemple, il y a des cas où ça ne marche pas, la supra, ça ne marche pas. Donc, quand vous essayez comme ça faire la supra, voilà, vous pouvez tourner en rond un moment, ce que les gens ont fait d'ailleurs. Parce que là, vous êtes obligé de repartir pour reconstruire le truc à partir de zéro. Là, ça marche par contre. Donc ça, c'est une hypothèse importante, mais qui est en fait respectée de façon assez intuitive. Les chocs, c'est des chocs ponctuels qui sont très courts. Et puis, entre les deux, elles se promènent comme ça. Donc, en fait, essentiellement, ce qui se passe, c'est que essentiellement, une particule a un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, alors ça c'est un modèle, bon, il faut bien se rendre compte de ça, ce qui est un peu... si on regarde par rapport au temps microscopique, dans un métal, globalement, un électron, la plupart du temps, il va tout droit. D'accord, ouais. Là, vous parliez de molécules qui se déplacent et qui... Ouais. je crois que c'est des électrons. C'est pareil pour les molécules, c'est pareil. Si vous faites une molécule... Bon, l'air, évidemment, il n'y a pas de diffuseur dans l'air, mais prenez un aérogel ou n'importe quoi, c'est pareil. La plupart du temps, il va tout droit. Le temps qui passe à être diffusé, c'est peanuts par rapport au temps, il va tout droit. Je vais faire un calcul pour vous donner une idée de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bon... Alors, le transport, lui... Donc, c'est la réponse. La réponse quand on maintient une perturbation. Et ça nous donne, ce qu'on va essayer de trouver, c'est des coefficients de réponse. Alors ces coefficients, vous les connaissez tous. C'est la viscosité, la résistance, enfin bon, je ne vais pas vous les lister. C'est tout ça. Alors, je veux revenir sur votre question quand même. Il y a une chose où il y a une nuance avec les molécules quand même. C'est que ce qu'on considère dans le problème, c'est qu'il n'y a pas de degré de liberté interne. C'est-à-dire, par exemple, la molécule, elle pourrait se mettre à tourner comme ça. Et on considère que ce n'est pas le cas. D'accord? Ça, on n'a pas des choses comme ça. On n'a pas de transfert d'énergie au degré de liberté interne. Alors, autre petit truc. Donc, le transport, bon, c'est un peu académique, mais je vous le dis quand même.
vous voyez que ce n'est pas une propriété thermodynamique, parce que les propriétés thermodynamiques, normalement, c'est des dérivés de l'énergie libre. Ce n'est pas le cas du transport. D'accord? Le transport, c'est un système hors équilibre. Donc on n'est pas sur les propriétés thermodynamiques du système. C'est ce qui rend les choses un petit peu compliquées pour nos amis théoriciens, parce que les amis théoriciens, ils aiment bien calculer le Z, et puis le U, et puis le S, comme à l'école. Et puis après, une fois qu'ils ont le Z, ils ont tout. Et puis après, ils me dérivent ça dans tous les sens, et ils ont toutes les propriétés thermo. Ouais, mais là, ça ne marche pas. Donc, c'est là que les athéniens s'atténuèrent, et il faut qu'ils calculent ça différemment. Et c'est pour ça que les propriétés de transport sont souvent un petit peu plus difficiles à calculer, et qu'en général, ils commencent toujours par calculer les propriétés thermo avant de calculer les propriétés de transport. Ce qui est plus facile. D'accord? Et je pense dans le cours de Supra, il fera la même chose. Si je me rappelle bien, le cours d'Hervé, les propriétés de transport viennent juste à la fin de son cours de Supra. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais juste vous faire une partie 10 minutes très chiante mais nécessaire de notation qu'on va garder dans le cours. Enfin, je serai le premier à ne pas les respecter, mais vous me le direz. D'accord? Parce que sinon, on se perd dans ce truc-là. Donc, très important. Notation. Là, il fait chaud, non? Ouais, on peut pas ouvrir ce machin. Ah ouais, vous arrivez? Ah non, mais il faut une clé, je crois. Ah si, peut-être essayer de tourner la manuelle, là en haut. Ah, bah ouais. Non, vous n'avez pas chaud, c'est peut-être que moi je cause, mais non. T'as froid, toi, Mathilde? Non, mais tu peux donner ton avis. Hein. Plus, t'es la seule minorité féminine, donc t'as intérêt. On va se faire taper sur les doigts par l'UFR. Hein. Bon, donc les notations. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme notation? Alors, la fonction de distribution à une particule. Alors, on va la définir un tout petit peu différemment de ce que vous avez, de ce dont vous avez l'habitude. Donc, il faut un peu se méfier. Donc, on va l'appeler F, le R, le P et le T. Donc, ça, c'est le nombre moyen de particules qui, à l'instant T, ont une position dans un volume dr centré en R, et puis une impulsion alors dans un volume, bon, pour les impulsions c'est un peu bizarre, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui est important, c'est de voir que c'est un petit peu différent de la fonction de Fermi-Dirac. D'accord? Ça y ressemble, parce que si vous faites P carré c'est l'énergie. Si vous intégrez en P carré, si vous intégrez en P carré, vous retrouvez la fonction de Fermi-Dirac. D'accord? Enfin, si vous intégrez en R, par contre, et vous faites en P carré, vous retrouvez la fonction. C'est relié à la fonction de Fermi-Dirac, d'accord? Ok. Mais c'est pas exactement la fonction de Fermi-Dirac. Donc, nous, ce qu'on va considérer, d'accord,
dans notre truc, c'est qu'on va considérer des collisions à l'échelle de dr. Donc ça, c'est intellectuellement un petit peu difficile à manier parce qu'on a un espace à 6 dimensions. Vous avez le T, puis surtout vous avez R qui a 3 positions et P qui a 3 positions. D'accord. Donc quand on verra des problèmes de diffusion, vous avez R, si vous voulez une collision, par exemple, pour que le R soit le même et le P1, P2 différent. D'accord. Mais si vous avez une collision entre deux particules, elles sont bien au même R. Okay. Donc c'est une gymnastique un peu à faire après quand on regardera les problèmes de collision. Donc, un gaz de n particules, et pour le représenter, vous avez n points dans un espace à 6 dimensions. À 6 dimensions, pardon. Voilà. Donc ça, c'est un outil dont on va beaucoup se servir. Donc si j'ai cette fonction, bon, ben, je connais parfaitement la distribution de mes électrons, mes particules. À la densité locale, alors ce qui est important quand même, c'est de regarder ça. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que vous avez ici une dépendance... Il est où, machin? Vous avez ici une dépendance en R. D'accord. Donc quand vous avez... si vous voulez, par exemple, quand vous avez du transport, le truc peut dépendre de la position où vous êtes le long du fil. Ok. Donc c'est important de garder bien avoir en tête qu'on a cette dépendance en R. Donc la densité locale de particules dans ce formalisme, bien simplement, on intègre sur la coordonnée P, donc on perd la dépendance en P, on écrit que N de R et de T, c'est simplement l'intégrale de F de R, P et T dP. Donc là, je vais simplement intégrer sur dP et je trouve bien la densité de particules au point R. Alors, encore une fois, je vous précise bien, faites attention, cette fonction, je ne connais pas sa forme a priori. Hein, d'accord. C'est une fonction qui a une forme, je ne sais pas laquelle, elle peut être perturbée, elle peut être fermi-directionnelle à l'équilibre, elle peut être plein de choses. Hein, d'accord. Et puis, le nombre total de particules. Vous avez n total, c'est simplement la double intégrale de f de r p t dp dr. Alors, la dernière chose qui va être très importante pour nous, c'est la vitesse. Donc, la vitesse moyenne de mes électrons, compte tenu de cette distribution, je lui dis que c'est simplement ici une intégrale de f de r p t fois v dp. Ça, c'est simplement l'expression que j'avais tirée ici. Et puis, il faut que je normalise. Donc, en dessous, j'ai une intégrale de f de r p et de t dp.
Donc je peux le réécrire simplement. L'intégrale de f de r p t vdp sur n de r et de t. Voilà, donc ça c'est la vitesse moyenne, on va s'en servir tout de suite. Voilà, donc ça c'est... Oui. Désolé. En fait, il y a un truc qui mathématiquement, je trouve bizarre, mais physiquement je comprends. C'est en fait le grand N, il ne va pas dépendre de T, alors qu'on n'a pas intégré son T. Du coup, je ne sais pas où est passée la différence. Ah si, le n il dépend de t, mais si c'est invariant par translation dans le temps, là il y a une dépendance en t, vous avez raison. Ok. Oui. C'est pas un système qui est fermé en fait, il est ouvert. Une fois qu'on a intégré, on a un grand n qui dépend de t, alors la réponse c'est qu'on va considérer qu'à l'équilibre, on a un système invariant dans le temps. Si on ne perturbe pas, il n'y a pas de raison que le nombre de particules varie dans le temps, parce qu'on est à l'équilibre. Mais effectivement, tel que c'est, il y a une dépendance en t. Ouais. Ouais. Les vitesses que j'écrivais là au numérateur, c'est la norme ou c'est le champ de vitesse? La vitesse, alors ça dépend. Bon, il faudrait que je l'écrive plus proprement. Parce que là, tel que c'est pris là. Alors, attendez. Je vais vous l'écrire différemment. Et tu gommes toi ou pas? On va écrire Vx si vous voulez. D'accord? Si vous prenez la moyenne de Vx comme ça, vous retrouvez ici uniquement avec Vx. D'accord? Là, vous retrouvez uniquement avec Vx aussi. Par contre, il faut faire attention, c'est que vous intégrez bien toujours sur dp, dp étant un vecteur. D'accord? Et après, si vous voulez la moyenne de Vx carré, vous faites racine de Vx carré plus Vy carré plus Z carré. Si vous voulez une écriture plus propre, c'est comme ça. Hop là, zipeta. Bien. Donc, nous avons tous noté de la même façon ces petites choses. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Il veut pas. Alors, nous allons écrire la forme générale de l'équation d'évolution. Le truc super beau et qui sert à rien. Bien, donc en fait, c'est pas très compliqué pour écrire la forme générale de l'équation d'évolution. On va simplement dire que si j'ai pas de collision, et bien, si j'ai pas de collision, ma fonction de distribution, elle bouge pas. Bon, on peut toujours dire ça, ça mange pas de pain. Donc, j'écris qu'en l'absence de collision, df sur dt égale à 0, puisque j'ai pas de collision. Bon, et ben c'est bien ça. Donc, puisque c'est comme ça, je vais écrire que... Alors, df sur dt, c'est une dérivée totale.
Et alors on va faire, comme on a appris en maths, on va faire ça en dérivé partiel sur toutes les coordonnées, c'est-à-dire la vitesse, la position et l'impulsion. Donc ça me fait la variation sur le temps, plus un terme qui va correspondre à un gradient sur R. Alors ce terme-là, je vais vous l'écrire en 2 fois quand même, pour pas que ce soit trop clair. Donc on va écrire dr sur dt gradient R de f. Okay. Donc ça c'est le deuxième terme qui vient du gradient R de f. Ouais, mais c'est ça en fait. Le gradient R de f et puis le dt qui vient de là. Ok, ça c'est évident. Et puis vous avez ici, alors, la maison de reculant ne voit aucun sacrifice. Vous avez en plus un terme qui va être df sur dt gradient p de f. Ou de f, petit f, pardon. Bon, je crois que c'est pas mal ça, non? df. Non, je me trompe? Non, c'est un dp, oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison, c'est un dp. Voilà. Bon, ça vous plaît ça? Je crois que c'est pas trop con ça. Alors, maintenant, dr sur dt, je crois que c'est la vitesse. Et la dérivée de l'impulsion, c'est la masse fois mdv sur dp sur dm, c'est la force. C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Donc, on va remettre tout ça pour que ça soit plus joli. Et vous arrivez qu'à l'équilibre. Vous avez une très jolie équation qui est que df sur dt plus v gradient R de f plus f gradient P de f est égal à 0. Voilà. À l'équilibre, on a ça. Alors, normalement, hein, là, on n'a rien écrit, hein, parce qu'on a juste écrit qu'à l'équilibre, ça se conservait f. Normalement, si vous mettez f0 là-dedans, ça doit marcher, hein, parce que f0, c'est la fonction à l'équilibre. Donc, comme on est à l'équilibre, si vous mettez f0 dedans, ça doit marcher. Bon. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va écrire maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est à partir de là, ce qu'on va dire, c'est que si on regarde l'effet des collisions, donc maintenant, on va regarder l'effet des collisions. Ça va être en noir. L'effet des collisions. Alors, l'effet des collisions. On va dire que l'effet des collisions, c'est de modifier le nombre de particules dans R plus dr et P plus dp. Bon, alors autrement dit, j'ai mes particules qui sont tranquilles, chacune dans son R, machin, puis c'est une collision, pouf, pouf, alors une qui va partir à droite, une qui va partir à gauche, ça va occuper un autre R, puis le P c'est pareil, j'en ai une qui a une certaine impulsion, ça va aller shooter, l'impulsion va partir là. L'impulsion, je dis bien non seulement en module, mais en direction, d'accord? Ça peut être les deux. Bon, ouais. Juste une question sur en l'absence de collision. En fait, vous avez marqué en l'absence de collision et à l'équilibre. Mais on avait dit qu'il fallait des collisions pour être à l'équilibre. Ah oui, non, on peut avoir des collisions. Ouais, alors qu'est-ce que...
Qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Je sais pas si ça. Ouais, non, si, c'est une question qui a un sens, mais le problème, c'est que ça dépend de quelle collision, en fait. Ok. Non, parce que si vous voulez, vous avez des collisions, mais vous ne modifiez pas F, en gros. Parce que si vous avez une collision comme ça, vous avez forcément la même dans l'autre sens. Oui. Si vous imaginez un système à l'équilibre, d'accord, si vous n'ajoutez pas d'énergie, c'est pas vraiment une absence de collision. C'est que si vous avez une collision dans un sens, vous avez forcément la même dans l'autre. Parce que vous ne pouvez pas laisser un vide, un carreau vide. Oui. D'accord. Donc c'est pas vraiment l'absence de collision, c'est le fait que les collisions vont forcément se compenser. D'accord. D'accord. Vous pouvez pas avoir un truc qui se retrouve shooté vachement quoi, à l'équilibre. Ok. Par contre, maintenant que j'ai des collisions, j'ai le droit. Et donc on va appeler ça df sur dt dû aux collisions. Donc formellement, ça devient simplement ce terme-là. Voilà. Voilà, le gradient pi, c'est ça. Donc moi je dis maintenant, si je modifie le nombre de particules dans mon volume élémentaire, là je dis que la variation de nombre de particules dans mon volume est due aux collisions. Ouais. Mais du coup, dans la première partie du terme de l'équation, c'est des droits. Enfin, c'est des droits. Où ça, où ça? Des collisions. Là, C'est des droits. alors, oui et non, parce que vous pouvez avoir des df sur dt qui sont dus à d'autres processus que les collisions, si vous voulez. Vous pouvez avoir des df sur dt qui sont dus à des radiations, qui sont dus à plein de choses. Ça, c'est la partie collision. Effectivement, pour nous, on peut pas mettre des droits parce qu'on va regarder que ça. Si vous voulez. Et vous pouvez avoir des df sur dt qui sont dus à d'autres choses. Mais je suis d'accord avec votre remarque. Alors, pour l'instant, ça, c'est très formel. Donc, je dis que la façon de varier la variation due à df sur dt, c'est celle qui est due au temps, celle qui est due avec la vitesse, et c'est celle qui est due à f. Alors, maintenant, on va écrire ce df sur dt de deux façons. En fait, pour mon nombre, il y a celle qui sort, puis celle qui rentre dans mon petit cube. Là. Mon petit cube de dr et dp, il y a celles qui vont rentrer dedans, celles qui vont sortir. Donc, on a deux termes. Et je vais les écrire de la façon suivante. df sur dt collision, je vais l'écrire de la façon suivante. Je l'écris R bar moins R. Alors ça, c'est vachement gonflé. Hop. Et j'écris que R bar dr dp me définit. De toute façon, on va toujours faire ça. C'est le nombre moyen de collisions pendant dt tel que l'une des particules. Alors c'est là qu'il faudra faire un peu une gymnastique intellectuelle qui n'est pas facile. Finissent dans le volume drdp. Donc là, on verra tout à l'heure, on va les formaliser, ces trucs-là. C'est pas complètement évident dans un espace à 6 dimensions de réfléchir. C'est pas complètement trivial, quoi. Et puis le R, TRDP, alors c'est la même chose à l'envers, mais simplement il y a une petite astuce quand on voudra l'évaluer, donc il faut bien se souvenir ce que c'est. C'est le nombre moyen de particules.
Oui, excusez-moi, oui. Pendant l'été. Tel que au moins une des particules alors c'est ça qui est compliqué, elle se trouve avant dans DRDP. Donc là, il faut une gymnastique mentale pour s'imaginer ce que ça veut dire dans un espace à 6 dimensions, cette affaire. On va essayer de le regarder, c'est pas complètement évident. Ouais. Pourquoi avant et pas juste que s'y trouve pas Pourquoi avant et pourquoi juste elle s'y trouve pas? Favorise une certaine direction ou... Non, c'est-à-dire que vous avez une particule qui est dans ce volume-là, et après elle n'y est plus. Okay. De l'autre sens, vous avez deux particules qui se tapent, et vous voyez qu'il y en a une qui finisse là. Alors, vous allez voir ce qu'il y a... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que c'est important de bien comprendre ce qu'on met avant, ce qu'on met après, pour savoir comment on intègre dans les volumes. C'est un peu... Ouais. On choisit des RDP assez petits pour qu'il n'y ait qu'une seule particule. Voilà, il n'y a qu'une particule. C'est ça. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que vous faites des chocs, les particules passent d'une boîte à l'autre, si vous voulez. C'est ça le principe. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des cas où R ou R bar soit infini dans le sens où les particules se tapent, mais elles finissent jamais dans le volume voulu? Alors, c'est une bonne question, ça. Je pense pas, parce que vous avez quand même des théorèmes de physique statistique, je pense, des théorèmes d'ergodicité qui vous disent qu'à bout d'un moment, elle doit explorer tout le volume, les particules. Il me semble. Par exemple, si vous dites... Alors, peut-être ça n'a rien à voir, peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que si vous prenez à 2D une marche aléatoire, à 2D, c'est marginalement récurrent, donc c'est un peu notre problème. Mais à 3D, si vous prenez un truc qui marche au hasard, au bout d'un temps fini, il a exploré tout le truc. Donc, si vous considérez des particules dans un volume, vous savez, c'est le problème, vous mettez des particules dans un volume qui se cognent, au bout d'un moment, elle a exploré tout le volume de particules. Donc, je pense pas qu'on puisse avoir un trou dans l'espace comme ça qui se promène. Bon, alors, pour calculer ces trucs-là, on va faire un peu des souvenirs de votre première année de mécanique. Peut-être pas ce que vous aimiez le plus. Moi non, en tout cas. Mais... Alors, des petites choses sur les collisions binaires et puis Rutherford et tous ces trucs-là. Vous avez fait Rutherford, vous? Non, si, oui. Rutherford qui envoyait ses électrons sur une feuille d'or. Ah oui, on avait fait au lycée ça. Ah, au lycée, vous l'avez fait? Non, historiquement, c'est vachement important, mais à calculer, c'est un peu lourd, quoi. Alors, qu'est-ce qu'une collision binaire? En fait, il faut qu'on fasse pas Rutherford, mais un truc approchant pour arriver à se calculer ce RS et R bar. C'est pour ça qu'on va faire un petit intermède sur les collisions binaires. Dans la joie et la bonne humeur. Toum. Alors, premièrement, donc on prend collision à deux particules. Bon, ça, on a vu, c'est garanti. On n'a pas de choc à trois particules. Deuxième chose, ça c'est ce qu'on discutait ensemble, on n'a pas de degré de liberté interne. Alors, chose importante quand même. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, chose importante.
on ne tient pas compte des parois. Alors ça vous paraît bête, mais en fait c'est pas si bête que ça. Parce que quand vous faites du transport, quand vous le faites sur des tout petits systèmes, ce qui m'est arrivé de le faire, c'est-à-dire que vous le faites sur un fil de 50 nanomètres ou 100 nanomètres, quand vous êtes à basse température, vous avez des longueurs inélastiques qui deviennent grandes. En fait, près des parois, vous pouvez avoir des systèmes où la température n'est pas la même partout dans le fil. Parce que près des parois, vous avez des effets de bord, des effets qui font que la température est plus chaude au milieu qu'au bord, par exemple. Ça peut arriver. Donc évidemment, les collisions sont locales et instantanées, ça, on l'a vu. Et puis, il n'y a pas de corrélation entre les chocs. Ça, c'est très important. Alors, je voulais vous raconter un truc, d'ailleurs, à propos de ces relaxations. Quand on envoyait, l'expérience qui avait été faite quand j'avais votre âge, un peu plus, par mes voisins de labo, finalement, ils avaient fait une expérience de la façon suivante. Ils avaient pris, donc ça c'est un peu un truc à part, mais qui est relié, vous allez voir pourquoi. Ils avaient pris un fil de cuivre, qu'ils avaient refroidi très bas, et puis ils avaient mis ici une tension, V1 et une tension V2. Avec V1 plus grand que V2. Donc ma fonction de Fermi ici, la distribution par contre, si vous voulez, mon G, c'était ici. Si je mets EF ici, c'était à EF plus V1. Plus EV1. Vous êtes d'accord avec moi? Si maintenant, je vais regarder ici, c'était à EF plus EV2. D'accord. Et V2 est plus petit que V1. Bon. Dans le fil, qu'est-ce que je dois voir? Ça, c'est une question assez intéressante. Je balance les deux au milieu, et c'est là où c'est complètement relié à ce que je dis. Finalement, les deux vont se mélanger. Et les deux vont se mélanger, elles vont relaxer vers une distribution à une certaine température, si vous voulez. Et en fait, ce qu'ils avaient vu, c'est que ça met très longtemps à relaxer. C'est-à-dire que, évidemment, près du milieu du fil, là, vous avez un truc qui, en gros, ressemble à ça, si vous voulez. Les deux sont bien mélangés. D'accord ? Mais près du fil, là, vous avez un truc qui ressemble encore très longtemps à une sorte de double marche. Et puis ici, pareil. Je ne sais jamais la dessiner, ce machin de bazar. Et en fait, vous mettez des distances très très grandes ici, avant d'avoir le mélange des deux trucs. Alors pourquoi ils avaient fait ce truc-là? Parce qu'il s'est dit, mais finalement, il s'est posé la question du fameux taux. C'est-à-dire, finalement, on fait l'hypothèse que le taux est très rapide, mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Et en fait, ils avaient montré que dans un système qui est très pur, la relaxation, à basse température, le problème c'est les basses températures, c'est pour ça, parce que vous avez très peu de feu dans le système. Quelle distance on met, quel temps on met pour revenir à l'équilibre, ils avaient montré que c'était pas si petit que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on estime qu'on est tout de suite à l'équilibre, c'est faux. Et c'est pour ça que dans ces systèmes, il faut faire très attention, parce que dès qu'on va mettre de l'énergie, on va mettre un temps non nul pour revenir à l'équilibre.
Donc il faut faire attention à ça. Et en particulier, certaines de nos hypothèses qu'on a fait au cours dans notre truc, en quoi dire que le taux est suffisant pour ramener l'équipe, c'est vrai, mais il n'est pas nul non plus. Et en particulier, il peut devenir pas forcément complètement négligeable devant le taux entre deux chocs. À ce moment-là, on peut avoir un système où le retour à l'équilibre n'est pas du tout évident. Ça, c'était des expériences du groupe de Saclay qui était à côté de mon labo. À l'époque, je faisais des échanges fractionnaires. Voilà. OK. Donc, je tenais à vous en faire part parce que c'est relié complètement à ce qu'on fait. Alors, les collisions. Boum. Revenons à nos souvenirs de jeunesse. Ah, j'ai plus de... Description classique des collisions. Bon, alors on va faire un truc... Alors en fait, on va faire ça, hein, c'est tout bête. Poum, poum, poum. Donc on a... ça marche comme ça, vous avez ici P1. Ici P2. Ici P'1. Et ici P'2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'était les petits trucs machin. Bon. Ah oui, c'est les particules de même masse. A priori, deux quasi-particules ont la même masse. Alors, j'avais fait d'un côté un petit boui comme ça. Donc, conservation d'impulsion. Donc vous avez P1 plus P2 égal à P'1 plus P'2, comme vous l'avez vu au lycée. Ça fait du bien de se rappeler ça. Et puis vous avez la conservation de l'énergie. Je dis que P1 carré plus P2 carré est égal à P'1 au carré plus P'2 au carré. Bon, ça a l'air pas mal, je crois. Alors, je vais élever ce bazar au carré, là. Et je vais obtenir P1 plus P2 au carré est égal à P1 carré plus P2 carré de P1 P2. C'est fou quand même. Et puis vous avez P'1 plus P'2 au carré est égal à P'1 carré plus P'2 carré plus 2 P'1 P'2.
Mais comme on sait que ce machin allô, qu'on a ce machin qui nous dit que ces deux trucs sont égaux, on en déduit immédiatement que P1, P2 est égal à P'1, P'2. Poum. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Je vous le refais, hein, parce que vous l'avez déjà fait quand vous étiez jeune, mais tant qu'à faire, enfin si ça vous fait chier, vous le dites, hein, mais... Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, de l'autre côté, on avait défini un vecteur grand P, qui est égal à P1 plus P2. Puis un vecteur petit p, c'est égal à 1 demi de P1 moins P2. Non, P2 moins P1. Pourquoi il y a 1 demi, j'ai jamais compris. Bon, alors, il y a la conservation d'impulsion. Hein. Ça vous donne grand P qui est la grand P'. C'est dur de différencier les grands P et les petits P, c'est un peu le problème. Bon, alors après... Ah oui, alors après, ce qu'on peut regarder, c'est sur les petits p aussi, puisqu'on a petit p au carré qui est égal à P1 carré plus P2 carré plus moins, pardon, 2 P1 P2. Mais si j'utilise cette relation-là, poum, puis j'utilise aussi cette relation-là, je peux dire que c'est égal à P'1 carré plus P'2 carré moins 2 P'1 P'1 P'2. Et j'arrive au fait que c'est égal à P' au carré. Donc j'arrive au fait que le module de P est égal au module de P'. Voilà, c'est ça que je voulais arriver. C'est vrai, hein, je vous le dis. Alors, quand on a fait ce petit jeu, il reste encore un petit effort à faire pour arriver au résultat.
Ouais. Là, le P, là, c'est le petit P que vous avez défini dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû grand P, petit P, là, c'est un peu naze. En fait, tout ça, le problème, c'est qu'on s'en mêle, mais c'est super facile, hein, parce qu'on s'en mêle dedans. Et alors après, c'est là où il faut se souvenir. Alors, après, j'ai pas repris tout parce que c'est fait dans les bouquins de première année. Mais ce qu'on a, c'est que quand on a... Donc après, on a grand P. Donc finalement, ce qu'on a, c'est qu'on a grand P égale grand P'. Donc ça, c'est la conservation d'impulsion. Conservation d'impulsion totale. Et petit p, il y a le petit p'. Ça veut dire que vous avez une rotation de p pendant la collision. Donc en fait, bon, alors ce qui se passe, c'est que essentiellement, quand vous avez cette, bon, si vous vous rappelez, quand vous avez ces collisions entre deux corps de masse identique, vous pouvez considérer qu'il y en a un qui est immobile et l'autre qui arrive, et vous avez la diffusion avec une vitesse, celui qui est immobile et l'autre a une vitesse V1 moins V2, et vous avez la diffusion du deuxième sur le premier. Et en fait, le deuxième, ce qu'il y a, c'est qu'il y a simplement une rotation de son vecteur. D'accord, elle arrive comme ça, elle fait comme ça. D'accord. Et à ce moment-là, alors je vais essayer. Alors là, c'est là qu'il faut faire un dessin. Alors là, attention. Il va faire un dessin de ce qui se passe. Donc je vais essayer de vous faire un dessin. Donc, je vais essayer de vous dessiner la diffusion. Donc c'est un grand moment de solitude, ça. Donc on va dessiner la diffusion. Donc premièrement, l'axe de diffusion. Voilà, donc là j'ai l'axe de diffusion sur lequel j'ai un point O, et ça c'est mon diffuseur fictif. D'accord ? Mon diffuseur, il est là. J'ai mes particules qui vont arriver. Donc ça c'est une des deux particules qui maintenant est un diffuseur fictif. Ok ? Donc j'ai des particules qui arrivent. Ça c'est mon flux de particules. Alors évidemment, il n'y en a qu'une à la fois. Je ne suis pas en train de dire qu'elles arrivent toutes à la fois. Mais il y a un flux de particules ici qui arrive. Et on a calculé que le paramètre d'impact ici, c'est petit b. On l'appelle comme ça en général. Ici, vous avez évidemment une longueur qu'on appelle db. Et puis ici, vous avez un angle qu'on appelle défi. Normalement, on n'arrive à en avoir. Voilà. Et puis donc, l'autre, il arrive comme ça. Voilà, c'est ça que ça veut dire, le truc. Et comme ça, vous avez alors, il arrive forcément comme ça. Donc, alors, l'axe, évidemment, il est arbitraire, hein, parce que le truc, il tourne dans l'espace. Donc, je peux toujours définir un axe comme ça. Et alors, là où ça devient un poil compliqué, c'est de dessiner l'autre côté. Parce que l'autre, il est diffusé dans un angle solide. Alors, dessiner un angle solide, c'est quand même pas gagné. Mais je vais essayer. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, un angle solide, vous le définissez dans une sphère, et c'est une tranche d'une sphère, si vous voulez. Donc, vous... Voilà. Donc, on va essayer de le faire. Donc, vous prenez d'abord une sphère. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une tranche sur cette sphère. Que vous voyez à peu près ce que ça peut faire. D'accord, c'est une tranche de... Voilà, comme une tranche. Et alors là...
Jusque-là, tout va bien. Sauf que là, il va falloir dessiner l'angle solide élémentaire. Parce que l'angle solide élémentaire, c'est lui. Et là, ça devient vachement compliqué. Pour les notations, parce que ici, vous allez retrouver votre défi qui était là, d'accord? Défi qui était là, vous le retrouvez là. C'est le même, hein, il tourne comme ça. Ok. Vous allez retrouver un dθ que vous définissez comme étant, je vais mettre en noir, vous définissez ici un dθ et ici un θ. Est-ce que vous voyez à peu près ce que ça peut donner? Vous avez le dθ qui fait comme ça, le long de la sphère, et le défi qui fait comme ça. Mais le défi, dθ, il est comme ça, mais le défi, il est vertical, lui, par contre. D'accord? C'est le même défi que de l'autre côté. Est-ce que vous voyez mon dessin? C'est pas trop... Vous voyez, le défi, là, attendez, je vais essayer de vous faire. Le dθ varie comme ça, d'accord? Et vous voyez, ici, le défi, il tourne comme ça. Et ici aussi, le défi, il tourne comme ça. D'accord? Et le dθ est comme ça, et le défi est comme ça. Donc vous tracez. Le défi vous donne ce truc-là, et le dθ, lui, il vous donne un petit bout de la sphère qui est comme ça. D'accord? Et donc là, le défi est dans le plan orthogonal à l'axe. Ouais. Il est ici parce qu'après, on va intégrer sur les défis, vous allez voir comment faire. D'accord? Une sorte de cuvette, quoi. En fait, un angle solide, vous prenez une sphère et vous le coupez en petits carrés. Enfin, après, c'est pas forcément évident à voir. Vous regardez sur Internet, vous en trouvez le même dessin en plus joli, quoi. Donc B, ce qu'on appelle le paramètre d'impact. Donc en fait, vous voyez bien ce qui va se passer. Plus je vais taper près en B, plus je vais diffuser loin. D'accord, si je passe à 2 km, il ne se passe rien. Pourquoi je mets un E à impact, moi? Quelle est cette horreur que je fais? Alors, I, c'est le flux incident. D'accord. Et alors, la conservation du flux. C'est purement géométrique, hein, donc il faut justement le regarder. Vous avez B, dB, défi. Donc ça, B, dB, défi, c'est... Bon, évidemment, comme j'ai mis dB au même endroit, c'est un peu naze ce que j'ai fait. Mais si vous mettez dB ici, vous voyez, ça vous fait un petit carré comme ça. D'accord? Je dis que ça, c'est égal. Et que ça, c'est égal, de l'autre côté, c'est égal à I sigma de oméga par définition. D'accord? J'ai un I qui manque, effectivement, excusez-moi. D'accord? Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que la définition d'angle solide, c'est que ce qui rentre là, allô, ce qui rentre là dans un petit bout élémentaire de mon disque, va ressortir dans l'angle solide qui est là, sigma de oméga. Ok? C'est quoi sigma? Bonne question. C'est le truc qui est merdique à calculer. Vous avez mis le doigt sur
Je vois que monsieur a l'air de repérer ce qui va être compliqué. Je me suis bien renseigné. Donc sigma de oméga, qu'on appelle la surface efficace de collision. Alors parce que, attention par contre, le calcul complet doit tenir compte de ce qui se passe à très courte portée. Donc nous verrons ce qu'on en fait. En général, c'est pas quelque chose de très facile à calculer, sigma, c'est relativement impossible. Par contre, ça peut permettre, on peut le mesurer, du coup, parce qu'on peut le mesurer expérimentalement via les manips de transport. Ok. Donc la semaine prochaine, on continuera, on va commencer à regarder. Par contre, sigma, il a des propriétés. Parce que, en gros, si je passe dans un sens, ça ne touche pas dans l'autre sens, etc., etc. Et ces propriétés sont intéressantes pour calculer le transport. C'est important qu'il y ait ces propriétés-là, sinon ça ne marcherait pas. Le calculer explicitement, c'est quand même pas évident. Parce que, en gros, si ça se passe loin, pas grave. Vous avez un truc en 1 sur R carré, ça va. Ce qui se passe près, par contre, là, c'est pas gagné. Mais là, vous n'avez pas de bol, c'est que ce qui se passe près, c'est ce qui va le plus contribuer. D'accord? Parce que si vous arrivez très loin de mon micro, ça se passe rien. C'est-à-dire, il y a près, bing, vous allez partir là-bas. Donc les trucs qui sont le plus durs à calculer, c'est ceux qui contribuent le plus. Donc c'est quand même pas évident. Ok? Voilà. Donc je vous laisse filer.